Belinda m'a proposé de parler de vieillir dans les images, puisque je lui parlais de quelque chose que je fais à l'université de Strasbourg, qui est dans le cadre de d'un master de gérontologie. Et alors nous réfléchissons ensemble à la représentation de la personne âgée dans les films, au cinéma. Alors, comment j'en suis arrivée là? Juste une petite parenthèse. En fait, avant de travailler à Arte, comme disait Belinda avant, je travaille depuis 20 ans à Arte, je produis des documentaires depuis très longtemps. Avant ça, j'ai été infirmière et psychologue clinicienne. Et j'ai travaillé en cancérologie et surtout beaucoup en gériatrie pendant 9 ans. Bon. Donc, en visionnant ces fictions avec les étudiants, enfin étudiants avec des guillemets aussi, on tourne autour de la notion de sujet, unique, singulier. Et ces soignants qui sont souvent pressés, surchargés de travail, débordés, sous-payés, enfin c'est moi qui le dis, sont évidemment pris dans des protocoles techniques et dans des grilles de lecture, dans des grilles, dans des visions de la personne âgée qui sont assez loin de ce qu'on a échangé jusque-là ce matin, je crois. Ils ont une vision de la vieillesse, alors qu'en plus eux-mêmes sont pris dans le processus de vieillissement, dont ils parlent jamais, leur propre vieillissement. Ils parlent à la rigueur de leurs propres parents, de ce que ça du conflit que ça crée de s'occuper de personnes très très âgées et d'accompagner leurs propres parents, mais de leur propre vieillissement, alors ça, ils n'en parlent jamais. Mais ils ont une vision, évidemment, de la vieillesse déficitaire et pathologique, du fait qu'ils s'occupent de personnes en institution. Et donc, quand nous visionnons ces films ensemble, ils disent, nous disons que nous faisons un pas de côté. Ça leur fait des espèces d'ateliers, de bouffées d'oxygène et d'échanges très vifs. Alors, en général, je commence par leur dire que dans l'histoire du cinéma, pour moi, il y a eu un tournant avec Harold et Maude, je pense que tout le monde l'a vu, avec La vieille dame indigne de René Alliot et avec Fellini. Moi, je pense que les femmes dans les films de Fellini, sexy, grosses, aussi vieilles, aussi fatiguées, ça a été quand même autre chose que les femmes qu'on voyait jusque-là. Madame Rosa, Simone Signoret, dans La vie devant soi, en 78. Donc tout ça, ça se situe entre 65 et milieu des années 70. Aujourd'hui, je pense qu'il y a clairement une ligne de démarcation aussi entre les femmes liftées et les femmes qui n'étaient pas encore liftées. Ça, quand on regarde les images de cinéma, mais alors c'est vraiment très clair. Et je pense qu'il y a une des rares aujourd'hui qui est à l'écran et qui n'a pas du tout, où il n'y a pas du tout eu d'intervention sur le visage, c'est Danielle Darrieux. C'est vraiment, elle est la limite d'âge, je crois. Alors, à partir des années 60-70, les personnes âgées deviennent des protagonistes principaux dans des films qui s'attaquent à des tabous. Jusque-là, évidemment, il y a toujours eu des personnes âgées dans les films. Il y a toujours eu des sorcières, des bonnes, des reines, des religieuses, des grands-mères, des grands-pères, des vieux majordomes, des bergers, des voleurs, des moines, des clochards, des curés. Mais c'était dans des rapports, c'était des vieux. Je ne sais pas ce qui vous fait rire, je continue. C'était des personnes âgées dans des rapports, dans des tableaux, dans des relations générationnelles, dans des relations de différents niveaux de rôle et dans des tableaux, dans des rapports de décor. C'était beaucoup plus des antagonistes que des protagonistes principaux, je pense. À partir des années 60-70, donc protagonistes principaux qui bousculent. La vieille dame se met à fuguer, la veuve séduit, la femme âgée ose initier le jeune homme, la prof ose tomber amoureuse du lycéen. Et donc ça va du diable au corps jusqu'aux invasions barbares, où là on aborde la question de la mort choisie. Ça va aborder aussi la maladie d'Alzheimer, on va avoir tous les conflits du vieillard, de la vieillesse, de la dame âgée, qui ne veulent plus rester dans cette place-là. Alors, dans ces ateliers, on a travaillé sur Tati Daniel, d'Antoine Chatiez, qui est de 1990. Alors, Tati Daniel, vous vous en souvenez, agressive, méchante, caractérielle. Et le visionnage pose alors la question
bah, du jusqu'où on peut aller quand on est en tant que personne jeune, soignante ou de la famille, dans cette relation avec quelqu'un qui est aussi agressif. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut mettre des limites? Qu'est-ce qu'on fait de la question du respect, de la dignité? Comment faire avec ça? Et donc le film fait écho, il fait levier, il fait que les soignants expriment des choses qu'ils ont vécues eux-mêmes dans ces relations de prise en charge et qui sont difficiles pour eux parce qu'ils sont écrasés par il faut toujours faire mieux, il faut faire avec et il faut toujours faire mieux. Ensuite, on a visionné donc, depuis quelques années, depuis qu'on fait ces ateliers, toujours un autre film dont je vous montrerai un extrait aussi, qui s'appelle Le Septième Ciel, qui est un film allemand d'Andreas Dresen, c'est un film qui date de 2008 et qui a fait scandale dans la presse, même quand il est sorti en France aussi, pour la manière d'aborder des personnes âgées qui font l'amour à l'écran. C'est une dame de 60 ans qui rencontre un monsieur de 75 ou 78 et ils tombent amoureux et ils vivent tout ce qu'ils ont envie de vivre. Et là, dans l'atelier, à l'université, les personnes parlent beaucoup de la crainte du voyeurisme, de la crainte de comment faire avec la jalousie des autres personnes âgées, par exemple, quand ça se passe en maison de retraite. De la culpabilité des enfants aussi, par exemple, quand des personnes âgées vivent cette relation amoureuse. Donc le film permet de raconter tout ça. Il parle aussi beaucoup de la préoccupation de comment aménager un espace privé. Est-ce que ça existe une vie privée dans la vie en institution et comment on l'a réalisé? Ensuite, un autre film qu'on a beaucoup regardé, c'est Loin d'elle avec Julie Christie. C'est un film canadien d'une femme qui s'appelle Sarah Paulet. C'est un film qui date de 2007 et qui parle donc Julie Christie, qu'on connaît tous de ses films dans les années hippies, etc., magnifiques, qui range la poêle dans le frigidaire, donc plein de signes comme ça de maladie d'Alzheimer qui commence, et qui, en roulant en voiture dans la campagne, dit à son mari que elle veut aller dans cet endroit-là, et elle choisit, elle, d'aller dans une institution et de vivre dans une institution pour personnes Alzheimer. Donc le film pose la question de la mémoire qui se défait, de la question de l'identité. Qu'est-ce que ça devient alors l'identité quand cette mémoire dysfonctionne complètement? Il pose la question alors d'un concept compliqué qui est le deuil anticipé, dont parlent ces soignants, concernant le conjoint qui continue à venir la voir. Et puis, c'est un film qui pose un discours très caricatural au sujet des cadres dirigeants, des institutions, de la maison de retraite en question. Et puis, il se passe qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un qui est avec elle dans cette institution et qu'elle ne reconnaît plus son mari. Donc, comment ça se passe pour lui? C'est extrêmement douloureux. Et le film, finalement, tourne autour de la permanence du désir. Ce désir qui continue à faire moteur dans la vie, quoi qu'il arrive. Un autre film qui nous a beaucoup occupés, c'est La forêt de Mogari de Naomi Kawase, qui raconte la rencontre entre une très jeune personne qui vient pour la première fois travailler dans une maison de retraite au Japon, un cadre rural, une toute petite entité, dans un cadre magnifique, et un monsieur jeune, vif, pas si vieux que ça, complètement confus, complètement désorienté, complètement Alzheimer, qui fugue, qui grimpe aux arbres, qui court dans les champs de thé, etc. Et donc, il fugue et elle le suit, elle est obligée, il lui échappe, ils sont ensemble dans une errance, dans une fugue. Et le film tourne finalement autour de la rencontre entre ces deux êtres marqués par un deuil. Le monsieur a un deuil très ancien, elle a perdu un enfant récemment. Et comment ces deux deuils, finalement, se croisent, s'apportent, et comment du vieux fou, elle, la jeune, peut apprendre quelque chose. Et ils finissent par enterrer ensemble quelque chose et par s'apaiser ensemble. C'est un film vraiment sublime. Alors, un détail, en fait, on regarde ces films en restant tous ensemble et en projetant sur un grand écran dans le noir, mais on se crée des petits sous-groupes. C'est-à-dire que je propose, par exemple, que pour ce film-là, un groupe regarde la relation de la jeune femme avec le monsieur. Un autre groupe regarde la relation du vieux monsieur avec le monde. Un autre groupe s'intéresse que au son. Un autre groupe s'intéresse à la valeur des plans. Quand est-ce qu'il y a des gros plans, quand il y a des panoramiques, quand il y a des travelling, tout ça.
Donc tout ça, c'est des choses qu'on a un peu travaillé avant pour avoir conscience de la construction des films et tout ça. Et donc c'est très intéressant après les discussions parce que chaque groupe rapporte d'autres observations qui sont très complémentaires. Puis le fait de créer comme ça des observations un peu techniques, enfin séparées, fait prendre du recul, fait qu'on s'identifie, on se projette, mais aussi en fait on est pris à prendre des notes et à analyser, à observer l'esthétique, etc. Donc, ou la dramaturgie, ou la qualité du jeu. Donc ça aussi, ça fait faire un pas de côté. Donc, un autre film qu'on a regardé, dont vous verrez aussi un extrait, c'est Le Grincheux. Je pense que c'est un film qui n'est pas sorti en salle en France. C'est Bruno Ganz, la montagne du cinéma allemand, le plus connu des acteurs allemands. C'est un film de 2011 et c'est un téléfilm. C'est très rare que Bruno Ganz a accepté de jouer dans des films. Téléfilm. Et il joue un vieil écrivain, donc je trouvais que ça tombait bien, acariâtre, cynique, assez méchant, et qui résiste à toute injonction de soins, à toute recommandation de bien-être, parce qu'il consulte, parce qu'il ressent il a un mal au ventre, etc. Et c'est assez jouissif sur la durée du film, je ne sais pas si ça fonctionnera comme ça dans l'extrait, sa façon de résister et de les envoyer point, voilà. Ça, c'est assez jouissif. On aime sa résistance, mais il souffre, donc en fait, le deuxième ou troisième médecin qui consulte lui propose d'être accompagné, aujourd'hui on dirait peut-être par une coach, par une nutritionniste qui va s'occuper de lui. Et alors ça va être épouvantable parce que ça va être une sorte de duel dans leur relation en permanence. Mais ils vont aussi, parce qu'en fait il y a une faille des deux côtés, il y a quelque chose qui va s'entrechoquer et où les choses vont finir par s'apprivoiser peut-être aussi. Alors ces films permettent évidemment par le biais de la fiction, parce qu'on en a beaucoup réfléchi aussi, parce qu'on a regardé des documentaires, on a regardé des portraits de Louise Bourgeois, de Joseph Roth, etc. Mais la fiction semble, comme ils disent, être moins brutale, moins frontale pour aborder les questions. Il y a une des personnes qui a dit « une fiction, on s'en dégage mieux ». Mais je crois aussi qu'on peut plus librement se projeter dans la fiction. Et aussi, dans les productions de reportages télé, documentaires, l'image des personnes âgées est souvent négative, des institutions de prise en charge. Souvent, ça dénonce quelque chose, donc c'est très culpabilisant. Parce que je pense que fondamentalement, ce qui est très lourd, c'est de travailler à la prise en charge de personnes très âgées, fragiles, déficitaires, perdues, dans l'errance et très demandeurs. Et en plus d'assumer qu'il y ait une image négative des institutions. Je crois que c'est quelque chose qui est très lourd. Et donc moi j'ai énormément de respect pour ces personnes et je trouve que ces discussions sont très vivantes et constructives. Parce que ça permet d'élaborer et parce qu'il y a des points de vue pluriels de par tous ces points personnels qui viennent se compléter. Puis il y a un tas de questions aussi très inattendues qui apparaissent. Par exemple, un jour, quelqu'un qui dirige une maison de retraite en Suisse, qui suit cette formation aussi, dit qu'il ne sait pas comment faire avec les couples homosexuels qui se forment ou qui viennent ensemble prendre leur retraite. Et il se pose la question de créer, est-ce qu'il y aura plus tard des maisons de retraite pour gays, par exemple. Voilà, c'était une des questions très étonnantes qui est apparue. Donc moi je vous propose qu'on regarde 3 extraits de films. Là peut-être on devrait éteindre, comme ça vous en profiterez plus. Donc le premier film s'appelle... Quand un photographe vient visiter la mine et fait des photographies professionnelles de la mine et des mineurs, August Sander, très jeune, commence à avoir envie de faire de la photo et s'initie à la photographie. Un parrain lui offre un appareil photo, il devient assistant, donc il quitte son travail, de son apprentissage de mineur, il devient assistant photographe auprès d'un photographe qui a un studio, un atelier de photographie où les gens viennent poser. Et très vite, il s'achète, soutenu par d'autres amis, son propre atelier, son propre magasin de photos. Alors il vit à la fois de la photographie de publicité, des gens qui viennent poser pour leur mariage, avec leur premier enfant, etc.
et il commence à faire sa propre œuvre photographique. Tout ça, ça se passe dans les années 20 et à Cologne. Et alors, il fréquente, à ce moment-là, à Cologne, Otto Dix, Grosch, quand vous connaissez les peintures, Raoul Haussmann, les peintres, les musiciens, les écrivains, critiques, joyeux, festifs de l'époque. Et ça lui vaudra évidemment des ennuis avec le régime nazi, et il a déjà commencé cette grande œuvre. Son propre fils sera emprisonné pour ses idées politiques. Son fils était très proche des communistes et son fils meurt en prison. À la radio, dans les années 60, à la VDR à Cologne, Sander dit de sa photographie qu'elle est documentaire, que ce qui lui importe, c'est d'être au plus près de la réalité et que ce qui l'importe, c'est une photo exacte. Toute sa vie, il continuera à travailler avec des pauses très longues, c'est-à-dire 2, 4, 6 minutes de pause, avec un appareil de photo complètement, on va dire, démodé pour son époque, avec une chambre, alors qu'il existait déjà le Leica, que tous les photographes de son époque utilisaient. C'est la période, en fait, de la Neue Sachlichkeit, le nouvel objectivité, comme on disait. Alors, lui, ce qui lui importe, c'est de faire la mise au point sur, non pas les visages, non pas le fond, mais sur les matières. Il y a toujours, quand on a une meilleure représentation de la photo que là, on est frappé par la qualité de la représentation des tissus et des plis, par exemple. Donc, il faisait la mise au point sur la matière, sur les tissus. Et alors, il se lance dans ce grand travail, donc c'est en pleine République de Weimar, et il veut faire une sorte d'inventaire de la société allemande. Vous comprenez mon histoire d'identité là derrière, maintenant que vous avez vu les photos. Inventaire de la société allemande. Alors, comment faire un inventaire? Je veux dire, si aujourd'hui on devrait se mettre à faire un inventaire d'ici, dans la salle ou dehors de la France ou de l'Allemagne, donc il pense qu'il faut 600 à 700 photographies et il fait des sortes de catégories professionnelles, sociales. Il essaye de faire des subdivisions, des rubriques. Il parle d'un portfolio dans lequel il veut représenter ces contemporains du XXe siècle. Alors, il y a les paysans, les facteurs, par exemple, il y a la famille avec toutes les générations, la famille prolétaire, et à la famille bourgeoise. Ça, c'est une famille de paysans en 1912, par exemple. Ça, c'est 3 jeunes paysans. Alors, son principe est aussi de se déplacer avec sa photo, avec la chambre, d'utiliser que la lumière naturelle, et, ce qui est très important, de faire un portrait. Il se situe dans l'histoire de la peinture et dans la notion de pose, de portrait, comme à la Renaissance. Et donc, il propose aux personnes qu'il photographie, donc il choisit lui un paysan, ça c'est un serrurier, un pâtissier, mais le pâtissier, lui, chaque personne a le choix de comment elle s'habille, quel accessoire elle veut et quel fond. Donc, c'est la personne elle-même. Donc, c'est lui, il dit un autoportrait assisté. Il appelle ça comme ça. Donc, ce sont, par exemple, cette famille a choisi de se poser là, avec les chaises, dans ce jardin. Cette dame a choisi là, avec ce tablier, dans cette ouverture de porte. Cet aide maçon a décidé, lui, de se poser là. Ça, c'est un leader du Parti communiste. Voilà. Ceux-là, ils s'appellent les révolutionnaires. C'est extraordinaire quand même. Alors, et j'ai choisi de vous montrer que les photos d'anonymes de ce livre qui s'appelle Antlitz der Zeit, curé catholique. Antlitz der Zeit veut dire visage ou face du monde, du temps. Ça, c'est un ecclésiastique protestant. Ça, c'est une famille bourgeoise. Donc, toujours, ce sont eux qui choisissent le vêtement, etc. La jeune mère bourgeoise. Alors, une de ses photos les plus célèbres est petit enfant bourgeois. Et il a beaucoup photographié, évidemment, ses contemporains célèbres. Il y a une photo très connue de Alfred Döblin qui a écrit 30 pages d'introduction à ce... Il existe 3 grands livres de lui publiés aujourd'hui en Allemagne et en anglais. En français, il n'y a pas de livre de photos de lui qui est publié, il n'y a que des cartes postales. Et Alfred Döblin a écrit une grande introduction à l'œuvre de Sander. Alors, donc moi, ça m'émeut énormément parce que les enfants, dans les années 20, sur ces photos, c'est l'âge de la génération de mon père. J'ai grandi à Cologne et je suis
aller le long du rive du Rhin à l'école, toute ma scolarité jusqu'à 18 ans et demi, et c'est exactement ces rives du Rhin qu'il a photographié aussi. Alors, le temps des nazis a fait que tous ces livres dans lesquels figurent ces photos ont été détruits. Il a caché tous ces négatifs, il s'est retiré dans le Westerwald, il n'a plus photographié, il s'est tenu tranquille. Et dès que la guerre était finie, il a photographié Cologne. Je ne vous montre pas les Cologne après le bombardement, c'est extrêmement impressionnant comme photo. Il n'a jamais terminé sans un portfolio de... Ça, c'est un peintre. Il y a le ténor aussi qui est très drôle. Il laisse les gens... Ça, c'est une femme sculpteur. J'aime beaucoup. C'est la pose que je choisis. Ça, c'est un pianiste. Il a choisi de ne pas être à son piano. On va savoir pourquoi. Écrivain et critique littéraire. Voilà. Donc, est-ce que c'est la nouvelle objectivité? Non, je pense que c'est un... Ça, c'est le ténor. Je pense que c'est un travail donc, de documentaire, comme il dit lui-même. Ce qui lui importait, il l'a dit dans une interview, c'était 3 mots, c'était observer, regarder et penser. Roland Barthes a écrit sur Sander, et Roland Barthes a écrit une mise à nu, un masque. C'est le sens en tant qu'il est absolument pur, le masque comme dans le théâtre antique. C'est pourquoi, écrira Barthes, les grands portraitistes sont des mythologues. Nadar, la bourgeoisie française, August Sander, les Allemands de l'Allemagne pré-nazie. Le visage humain, donc fixé, figé par la photographie comme un masque. Dans le même livre, La Chambre claire, en introduction, Barthes écrit « Ce que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois. » C'est un processus chimique, aujourd'hui électronique, la photographie, qui produit un bout de papier, un objet mort, un instantané, et pourtant ces êtres et ces visages vivent. Il n'y a qu'à voir notre attachement aux photographies des êtres chers que nous trimballons, photographies dans nos sacs, etc. Donc, je reviens à ma question, vieillir dans les images. En fin de compte, on peut penser que les gens ne vieillissent pas dans les images. Ça fixe un moment de leur vie. Ensuite, quand on a des photos d'une même personne à différents moments de sa vie, on voit bien évidemment très bien le vieillissement. Michel de Certeau parle dans un livre sur Michel Foucault du style optique de Foucault dans La naissance de la clinique et l'étude du regard de l'anatomopathologiste et du diagnostic. Et il me semblait que là, il y avait un parallèle intéressant à écouter le texte de Foucault en regardant comment Sander fixe ses contemporains. Le coup d'œil, lui, ne survole pas un champ. Il frappe en un point qui a le privilège d'être le